Salut les élèves, alors nous voici rendus au projet 1 en histoire qui va se terminer à la fin du mois d'octobre. Alors tu as déjà complété la partie 1, c'est-à-dire tu as choisi une thématique et une question d'enquête. Alors voici dans cette vidéo, nous allons parler de la thématique numéro 1 qui était le projet de la Confédération. Alors, la photo que tu vois ici, c'est une photo des pères de la Confédération. Alors, les gens les plus importants se sont réunis ensemble et ont discuté de la mise en place d'une confédération. Une confédération, c'est quoi? C'est une union entre les provinces qui fait en sorte qu'ils ont des règles communes. Alors, tu vas apprendre dans cette vidéo quelles étaient les personnes qui étaient pour la Confédération, quelles étaient celles qui avaient pas avantage à ce que la Confédération arrive et pourquoi. Et bien sûr, dans ton projet, tu vas devoir prendre position parmi ces personnages-là, parce que tu dois te mettre dans la peau d'un personnage pour parler de la Confédération. Ça peut être un personnage qui est contre, qui est pour, et tu vas découvrir des arguments qui vont t'aider à monter des réponses à ta question d'enquête du point de vue d'un personnage historique. Alors, tout d'abord, ça va être important maintenant de faire une mise en contexte. Alors, comme tu vois sur la carte à l'écran, l'Amérique du Nord britannique de l'époque de 1850 était un peu différente de ce qu'on connaît comme étant le Canada aujourd'hui. Alors, pourquoi le Canada aujourd'hui est divisé en provinces et en territoires? Ça découle de cette première situation-là en 1850. Alors, l'Amérique du Nord britannique était formée de colonies et de territoires distincts. Le gouvernement britannique gérait les colonies et la Compagnie de la baie d'Hudson contrôlait les territoires. Les colonies atlantiques de l'époque étaient l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. À l'intérieur des terres, c'est-à-dire un peu plus loin des océans, il y avait le Canada-Est, qui est présentement le Québec actuel, et le Canada-Ouest, qui est présentement l'Ontario, où est-ce que nous on vit. La région du Nord-Ouest et la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce que tu vois ici, était contrôlé par la Compagnie de la baie d'Hudson. La Grande-Bretagne a établi des colonies et des territoires sur des terres autochtones. Les Autochtones qui vivaient sur ces terres ont été forcés de s'en aller. Alors, tu vois que pourquoi on parle beaucoup des Autochtones ces temps-ci, ça part de très, très loin dans notre histoire, dès 1850. Alors, pour que ça fasse un peu plus de sens pour toi, alors, on avait ici ce qui était le Canada-Est, alors toute l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ça, c'était les provinces maritimes qu'on appelait les colonies. Ici, c'était le Canada-Ouest, c'est l'Ontario actuel. Alors, c'est un peu différent comme répartition. Et la Nouvelle-Calédonie et l'île de Vancouver, c'était du côté ouest. Et en haut, c'était les territoires du nord-ouest. Et c'était géré par la Compagnie de la baie d'Hudson ou par le gouvernement britannique, dépendamment de où tu étais situé sur le territoire. Alors, les colonies de l'Atlantique, à ce moment-là, c'est important que tu saches ceci avant qu'on parle de la Confédération. Alors, bien que toutes les colonies atlantiques, Terre-Neuve, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick,
étaient près les unes des autres, comme on a vu sur la carte tout à l'heure. Leur industrie, leur économie reposait sur des choses bien différentes. Alors, à Terre-Neuve, c'était l'industrie de la pêche. À l'île du Prince-Édouard, c'était l'agriculture, donc on faisait pousser plein d'aliments. En Nouvelle-Écosse, c'était le commerce maritime parce qu'on était sur le bord de l'océan Atlantique et les usines de charbon. Et au Nouveau-Brunswick, on construisait des navires et il y avait beaucoup de scieries. Alors, bien sûr, les industries forestières étaient très importantes au Nouveau-Brunswick à cause de la construction des navires, parce que les navires de l'époque étaient construits en bois. Alors, on avait besoin de scieries pour scier le bois, pour préparer les planches pour construire des navires. Alors, on abattait beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts pour s'assurer qu'on construit des navires. Et ces navires-là étaient exportés un peu partout dans le monde. Alors, sur cette photo, tu aperçois un personnage très important qui vivait au Nouveau-Brunswick. Son nom, c'est Joseph Salter. C'était un homme d'affaires très prospère qui créait beaucoup d'emplois sur ces chantiers navals du Nouveau-Brunswick. Donc, dans les années 1850, c'était très important. Il a été élu le maire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 1855. Mais à un bon moment donné, au fil du temps, autour des années 1860, la construction de navires a vraiment diminué, a vraiment chuté. Donc, il s'est tourné vers l'industrie minière, donc la production de charbon est devenue son entreprise la plus importante. Alors, c'est un personnage que tu pourrais utiliser pour parler de pourquoi la Confédération était importante pour lui ou pas importante pour lui, comme tu vas le découvrir au fil de la vidéo. Alors, autour des années 1800, 1850 et un peu plus, la production de biens était très prospère. Alors, on exportait des biens un peu partout dans le monde avec les navires qui étaient construits chez nous, au Nouveau-Brunswick. Entre autres, un navire très important pour l'époque, c'est le Marco Polo, qui a été construit au Nouveau-Brunswick. Et il était le plus rapide du monde autour de 1852, à ce moment-là. Alors, l'agriculture et la pêche, elles, à l'inverse, étaient à la baisse. Les agriculteurs des colonies atlantiques, l'île du Prince-Édouard, entre autres, ils étaient très propices à l'agriculture, mais les fermiers de l'île étaient propriétaires de leurs terres et les autres étaient des locataires. Et souvent, il y avait vraiment des confrontations entre les locataires et les propriétaires, ce qui fait que les propriétaires voulaient chasser les locataires de leurs terres, ce qui rendait les tensions sociales qui empêchaient vraiment l'agriculture d'être prospère. Même chose au niveau des pêcheurs de Terre-Neuve. Les gens pêchaient dans l'Atlantique Nord. Les familles avaient des grandes dettes au niveau des riches marchands de la région. Et ils échangeaient de la nourriture en retour de leur pêche. Et souvent, ça créait des tensions quand ils ne ramenaient pas assez de poissons. Ils ne pouvaient pas avoir de nourriture. Alors, il y avait beaucoup, c'était très agité au niveau des relations sociales dans l'industrie de l'agriculture et de la pêche. Et c'est pour ça que dans ces années-là, c'était vraiment à la baisse et très houleux. Au niveau des relations commerciales, les colonies de l'Atlantique ont signé un traité de libre-échange avec l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis. Donc, ça veut dire que la marchandise pouvait partir des biens produits dans les colonies atlantiques et pouvait être envoyée en Grande-Bretagne, aux États-Unis, aux Antilles et en Amérique latine.
et non dans les autres colonies de l'Amérique du Nord britannique. Alors, ça l'a fait en sorte que nos ressources qu'on produisait chez nous étaient exportées à l'extérieur et ne restaient pas à l'intérieur du Haut et du Bas-Canada de l'époque. Donc, au début des années 1800, beaucoup d'enfants d'agriculteurs de la classe ouvrière travaillaient pour aider la famille parce qu'avec l'industrialisation, il y avait de plus en plus de biens qui étaient produits dans les colonies atlantiques et les propriétaires d'entreprises à ce moment-là et les propriétaires des terres ne fournissaient pas à la demande. Alors, leurs enfants étaient amenés à travailler. Et la même chose avec les femmes. Et cette main-d'œuvre-là était payée beaucoup moins cher que la main-d'œuvre adulte. Et même parfois, les enfants faisaient des emplois qui étaient dangereux pour eux. Alors, à partir de 1842, ils ont passé une loi qui interdisait d'embaucher des enfants de moins de 10 ans dans les mines. Alors, cette loi n'existait pas dans les colonies de l'Amérique du Nord britannique. Voilà. Alors, dans ces mêmes années, ce que tu vois sur l'image ici, ça, c'est le chef Briot. C'est le chef Noël Briot et le chef des Premières Nations Micmac à Burn Church et Taboonstack. Alors, à ce moment-là, donc dans les années 1850, plusieurs territoires ont été perdus pour les Premières Nations. Donc, les Premières Nations ont signé un traité qui garantissait, avec le gouvernement britannique, qui garantissait les droits ancestraux de chasse et de pêche. Mais comme il y avait un taux d'immigrants en provenance d'Europe et des États-Unis qui était très élevé, les gens voulaient obtenir des terres pour pouvoir cultiver et vendre et bien vivre. Alors, le gouvernement n'a pas protégé les territoires qui étaient réservés aux Premières Nations à ce moment-là. Il les a vendus, il les a presque donnés aux nouveaux arrivants européens et américains. Alors, le chef Briot s'est tenu debout, il a demandé au gouvernement d'arrêter de faire ceci, mais sa demande a été ignorée par le gouvernement. Et les colons qui arrivaient de l'Europe et des États-Unis ont pu profiter des terres qui étaient auparavant des endroits et des possessions des peuples autochtones. Alors, à ce moment-là, les femmes et les producteurs produisaient du sirop d'érable et faisaient de l'artisanat et fabriquaient des paniers, des balais, des barils qu'ils vendaient aux colons. Et les colons n'étaient pas intéressés à embaucher les Premières Nations, les Autochtones, sur leurs terres. Alors, c'est là qu'a commencé toute l'histoire des relations avec les Autochtones. Alors, maintenant que tu connais un peu le contexte du début des années 1800, c'est à partir de maintenant, donc un peu plus tard que les années 1850, donc autour de 1864, qu'est apparue l'idée d'une confédération. Alors, les territoires du Nord-Ouest, ici, et les terres de Rupert, étaient ce qui séparait la partie est du Canada de la partie ouest du Canada. Dans l'ouest, on faisait la production de fourrure et c'était à la baisse à ce moment ici. Alors, les colonies de l'Amérique du Nord britannique se sont développées rapidement. Les colonies de l'Est et celles de l'Ouest étaient séparées, comme je le disais, par la terre de Rupert et les territoires du Nord-Ouest. Cette région, donc dans l'Ouest, ce n'était pas une colonie britannique, mais les Britanniques la contrôlaient par l'intermédiaire de la Compagnie de la baie d'Hudson. Donc, on parle de la partie ouest du pays actuel. Alors, la Compagnie de la baie d'Hudson, qui gérait la partie ouest du pays,
voulait vendre ses parts parce que le commerce des fourrures était en déclin. Ce qui faisait que il y avait beaucoup de dissidence. Et dans ce coin-là, il y a beaucoup de métis et de Premières Nations qui vivaient sur ce territoire. Alors, les colonies étaient toutes indépendantes à ce moment-là. Ça veut dire que chaque colonie faisait la gestion de ses biens dans son territoire. Par exemple, si j'ai Terre-Neuve ici, on avait l'agriculture à Terre-Neuve et on avait les pêches, surtout les pêches. L'île du Prince-Édouard, c'était l'agriculture. Et ce qu'on produisait chez nous restait chez nous. Certains biens étaient exportés, mais la plupart étaient entretenus et ça restait à l'intérieur. Pour certaines colonies, les problèmes ont commencé à arriver. Ils avaient des problèmes de gestion interne de leurs ressources, ce qui a fait que certains d'entre eux, certains chefs de colonies, ont commencé à réfléchir à si on faisait l'union des colonies, on pourrait résoudre une partie de nos problèmes parce qu'on pourrait partager nos ressources et on pourrait également profiter des ressources des autres et ça pourrait régler une partie de nos problèmes. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée d'une confédération, donc d'une union entre les provinces et les territoires. Il y avait également un facteur à considérer, c'était la menace américaine. Alors, le territoire était énorme et le système de défense ne pouvait pas défendre toutes les colonies et les territoires. Donc, on était très vulnérable à une invasion par les États-Unis sur notre territoire. Alors, plusieurs Premières Nations occupaient ces territoires et les autorités américaines ont forcé les nations à se déplacer. Donc, évidemment, si on se regroupe ensemble, on va pouvoir s'unir pour pouvoir lutter contre cette invasion des Américains sur notre territoire. Et là, ça m'amène à vous parler d'un des pères de la Confédération, qui est Thomas D'Arcy McGee, qui dit qu'il voit dans l'union des provinces et des territoires, à ce moment-là, on les appelait les colonies, il voit une alliance entre les colonies de l'Amérique du Nord britannique. Il voit qu'on pourrait vraiment partager nos ressources. Il voit un système, une population qui s'entraide et qui partage les ressources. Et si jamais il y avait une guerre, on serait en mesure de faire un front commun parce qu'on serait tous unis ensemble. Donc, c'est vraiment de là qu'arrive l'idée de la Confédération. Alors, nous en sommes maintenant à 15 ans après le milieu des années 1800, autour de 1865. Et les États-Unis ont fait l'achat de l'Alaska, qui est annexé au nord du côté ouest du pays. La menace américaine est de plus en plus présente. Ils veulent nous envahir dans la possibilité de nous acheter. On a une incapacité parce qu'on est isolé d'une province à l'autre et on n'a pas d'union entre nous à nous défendre au niveau de nos populations et de nos territoires. Plusieurs de nos colonies ont des problèmes de gestion de leurs ressources. Et de plus, les Américains ont mis fin, donc les États-Unis ont mis fin au traité de réciprocité avec la Grande-Bretagne en 1865. Ça veut dire qu'on ne peut plus exporter et profiter de ces revenus-là pour nous. Alors là, plusieurs personnes, dont M. D'Arcy, dont je parlais tout à l'heure, et cette fois-ci c'est M. Brown, commencent à vraiment penser que ce serait avantageux pour nous de s'unir. Alors, M. Brown, qui est un des pères de la Confédération,
nous dit ici, mais par-dessus tous les autres avantages, l'union de toutes les provinces permettrait l'abolition de toute barrière commerciale entre nous. Ça veut dire que on s'ouvre à un marché économique beaucoup plus grand entre nous, au lieu de faire affaire avec seulement notre territoire. Alors, ouvrir enfin un marché combiné de 4 millions de personnes. Vous, dans l'Est, vous nous enverriez vos poissons et votre charbon et vos produits des Antilles, tandis que nous vous enverrions en retour la farine et les céréales et les viandes que vous achetez maintenant à Boston et à New York. Et il y avait un éditorial dans le London Times qui disait « Conscient de notre incapacité à protéger ces colonies par terre en cas de guerre, nous devons naturellement nous réjouir de toute éventualité qui les placerait dans une position où ils seraient mieux en mesure de se protéger eux-mêmes. » Donc, ça devenait de plus en plus évident que l'Union, donc la Confédération, prenait une place très importante dans les discours et les pensées des gens de l'époque. Alors, cette idée, bien sûr, a fait éclore plusieurs conflits entre les provinces du Canada. Donc, le chef des conservateurs, qui était George Brown, et celui des libéraux, qui était Macdonald, défendaient leur population. Donc, dans l'Ouest, on avait le chef du Parti conservateur qui était Macdonald et dans l'Est, on avait George Brown. C'était deux grands rivaux parce que Brown voulait diminuer le pouvoir politique de la population canadienne-française et l'assimiler à la culture anglophone, et Macdonald voulait obtenir plus de droits pour cette population et lui assurer une représentation égale au gouvernement. Donc, les histoires de conflits de langue, ça existe depuis longtemps. Là, on est rendu à 1865 et plus. Donc, ça a commencé à ce moment-là. L'Ouest avec les anglophones, l'Est et les colonies de l'Est avec les francophones. Et Macdonald, lui, voulait vraiment que les Canadiens francophones soient représentés au gouvernement de la même manière que les anglophones. Alors, évidemment, il y avait des chicanes entre le Canada-Ouest et le Canada-Est. Et le chef conservateur voulait qu'il y ait deux gouvernements, chacun son propre gouvernement. Alors, un des pères de la Confédération canadienne, Georges-Étienne Cartier, où il y a d'ailleurs une école à son nom dans notre conseil scolaire, qui est situé à Toronto. Alors, lorsque nous serons unis, si toutefois nous le devenons, nous formerons une nationalité politique indépendante de l'origine nationale ou de la religion d'aucun individu. Alors, l'idée de Georges-Étienne Cartier, c'était que tout le monde, peu importe ta religion ou ta nationalité, ça va créer une diversité de races et on va s'unir tout le monde ensemble, même si on pense que c'est impossible. Alors, dans la fédération interne, on va avoir des catholiques et des protestants, des Anglais et des Français, des Irlandais et des Écossais, et à chacun va fournir son effort qui va ajouter un plus pour notre nouvelle confédération. Alors, Georges-Étienne Cartier, c'était un peu le chef politique des colonies de l'Est, et plusieurs personnes dans les colonies de l'Est s'opposaient à la Confédération parce qu'ils avaient peur que ça leur crée plus de problèmes, particulièrement pour les colonies
qui étaient très bien capables de se gérer et qui n'avaient aucun problème financier. Ils se disaient que si on s'unit, on va perdre notre voix au gouvernement. Ils ne vont plus nous entendre et on va perdre, on va avoir des dettes parce qu'on va partager nos richesses et nos succès avec les autres et on risque de perdre nos acquis. Donc, c'est pour ça que c'était un peu difficile pour eux d'être pour la Confédération parce que pour eux, ça allait très bien. Par contre, pour ceux qui étaient en difficulté, eux voyaient un avantage à se regrouper ensemble pour justement pouvoir régler nos problèmes. Alors, comme on le voit ici, les gens des colonies de l'Est de l'Amérique du Nord britannique n'étaient pas en faveur de la Confédération. Si on regarde le tableau démographique qui suit dans les colonies atlantiques, dans l'Est du pays, on voit que plusieurs personnes sont parties vers le Canada-Est et vers le Canada-Ouest. Pourquoi? Parce que l'économie des colonies atlantiques reposait sur les ressources naturelles, la pêche, l'agriculture, le charbon, l'industrie forestière. Et comme il n'y avait plus de traité de réciprocité avec la Grande-Bretagne et les États-Unis et les Antilles, entre autres, il y avait beaucoup moins de ventes, donc la production avait diminué de beaucoup et les gens ne pouvaient plus travailler. Donc, ils sont partis vers les grands centres, vers les centres urbains, situés un peu plus au centre du pays. Donc, au Québec actuel, qui est le Canada-Est, et à l'Ontario, qui est présentement l'Ontario, mais qui était le Canada-Ouest à l'époque. Alors, c'est pour ça que les colonies n'étaient pas pour la Confédération, parce que ça allait encore plus diminuer leur pouvoir d'action. De plus, la Nouvelle-Écosse était très prospère et était très fonctionnelle et avait beaucoup de succès en étant seule. Donc, ils ne voyaient aucun avantage à se regrouper avec les autres. Alors, MacDonald et Brown, qui étaient pour la Confédération, évidemment, qui sont deux pères de Confédération, en sont venus aussi au fait que d'inclure la région du Nord-Ouest et d'inclure la côte du Pacifique dans le Canada, ça pouvait faire en sorte que ça allait renforcer le pays. Alors, l'idée était maintenant faite qu'on se dirigeait vers une confédération, puisque des regroupements d'hommes d'affaires et de politiciens importants étaient en faveur de ce projet. Alors, comment s'est développée cette confédération? Alors, on a eu une première conférence en septembre 1864. C'était la conférence de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. On a eu une deuxième conférence de Québec en octobre 1864 et une troisième conférence à Londres en décembre 1866. Au terme de ceci, beaucoup de discussions, beaucoup de législation, on a passé des lois, on a fait des ententes et on a décidé qu'il allait avoir un seul gouvernement, mais deux chambres des communes. Une chambre des communes qui représentait l'Est du pays et l'autre qui représentait l'Ouest du pays. Alors, c'est à ce moment-là qu'est né le Dominion du Canada, donc la Confédération, le 1er juillet 1867. J'aimerais ajouter également un élément important dans le lien entre ces trois conférences, c'est le rôle des femmes. Alors, pendant ces conférences, il y avait plusieurs événements mondains, des grands soupers, des grands bals qui réunissaient les hommes politiques responsables de faire arriver la Confédération. Les femmes jouaient un rôle de première instance puisqu'elles pouvaient
créer des liens entre les différents hommes politiques. Donc, elles assistaient à tous ces événements mondains et elles participaient aux conversations et souvent, il y avait des liens qui se créaient entre les hommes politiques à cause des relations des femmes les unes entre les autres. Donc, elles ont joué un rôle vraiment important. Alors, voilà qui met fin aux notions importantes de la thématique sur la Confédération. Alors maintenant, tu as été initié dans cette vidéo à plusieurs personnages de l'époque qui ont joué des rôles divers. Les Métis, les Premières Nations, le chef Briot, les femmes, Georges-Étienne Cartier, Brown, MacDonald. Alors, tu as été initié à plusieurs personnages importants. Maintenant, rappelle-toi que si tu as choisi une question sur la Confédération, tu dois vraiment te mettre dans la peau d'un de ces personnages-là pour répondre à la question. Par exemple, tu as choisi la question « D'où vient l'idée de la Confédération? » Donc, tu te mets dans la peau de, par exemple, Georges-Étienne Cartier et tu expliques de son point de vue c'est quoi l'idée de la Confédération. Alors, évidemment, la vidéo qu'on vient de terminer, je t'ai donné les bases, mais tu devras aller consulter d'autres sources, comme l'Encyclopédie canadienne, par exemple, et d'autres sources sur YouTube et sur le net pour enrichir ta recherche du point de vue du personnage que tu auras choisi. Alors, je te souhaite une bonne découverte.